Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile l'étendue. Fallait bien à un moment donné qu'on vous parle de ce couple d'appareils sorti en 2009 et tiré en série limitée à 500 exemplaires. Voici donc en exclusivité le test de l'ampli et du lecteur SACD Marantz Keypearl, l'un des ensembles les plus rares du constructeur. Et restez jusqu'à la fin, on a des super anecdotes. On va commencer par un point historique. Derrière cet ensemble, il y a un homme qui pèse grave dans le game, c'est Ken Ishiwata. L'histoire de l'ensemble Keypearl remonte à son adolescence dans les années 60, quand Ken Ishiwata découvre pour la toute première fois chez un ami un Marantz Model 7. Ce fut pour lui une révélation et il tenta de reproduire cet ampli avec les schémas chez lui, mais sans succès. Le rendu sonore n'était vraiment pas bon. C'est à ce moment qu'il prend conscience de l'importance concernant l'association des composants entre eux. À la fin des années 70, après avoir bossé quelque temps chez Pioneer, il rejoint Marantz en tant que coordonnateur technique, poste qu'il occupera jusqu'en 1996. Lors du rachat de Marantz, Philips ne comprend pas réellement le rôle de Ken dans l'entreprise. On lui demande donc de choisir un statut administratif, chose qu'il refusa du fait qu'à l'époque, tout le monde savait ce que Ken faisait au sein de Marantz. Philips étant une très grosse entreprise structurée, il décide donc de lui donner le titre d'ambassadeur et garant de la signature sonore de Marantz. Et il sera attaché à cet objectif avec passion jusqu'à son départ de la société en 2019, quelques mois avant son décès. En 2008-2009, la marque, qui a un catalogue produit vraiment incroyable avec en haut de la chaîne alimentaire les mythiques SC7S2 et MA9S2, souhaite remercier Ken pour ses 30 ans de bons et loyaux services. On lui donne carte blanche pour concevoir un couple d'appareils à son image. Jusque-là, Ken Ishiwata se contentait surtout de customiser des productions actuelles pour en faire des versions Key Signature. Et clairement, déjà à l'époque, les dérivés qui bottaient le cul des références standards. Ici, ça allait être différent. Déjà, le nom Keypearl est rapidement choisi en hommage aux noces de perles entre Ken et Marantz. On rappelle que les noces de perles correspondent au Japon à 30 ans de mariage. C'est donc à l'époque le premier ensemble d'appareils sans chiffres dans la référence afin d'indiquer que c'est vraiment une production à part. Ken Ishiwata, dans le développement de ces deux appareils, va tout faire pour retrouver la signature sonore du modèle 7C. Un son beau et détaillé comme dans ses souvenirs d'enfance et utilisant une topologie exclusivement asymétrique. Si on s'attarde sur la technique, vous allez me dire mais attends, sur le papier ça ressemble à un PM ou une SA15S2 en noir. Le modèle super connu. Et c'est vrai qu'à première vue, les deux séries se ressemblent énormément. Ils se partagent effectivement le boîtier et la topologie, mais ça s'arrête là. L'amplificateur intégré PM Keypearl dispose d'une puissance de 2 x 90 watts sous 8 ohms et 140 sous 4 ohms, avec une plage de fréquence comprise entre 5 et 100 kHz, à plus ou moins 3 décibels. Tout pareil que le PM15S2. Je pense que le mec au marketing chez Marantz, il a fait un pomme C pomme V sur la fiche du produit de la série PM15S2. Malgré la fiche technique identique, l'alimentation du Key a une capacité en courant supérieure de 30% grâce à une alimentation bien plus grosse et des condensateurs de plus forte capacité. Il utilise également nombre de composants des modèles plus haut de gamme avec par exemple le système de volume numérique à contrôle linéaire et la partie phono du préamplificateur SC11S1. Les condensateurs Blue Star Cap présents dans la gamme SC7S2 et MA9S2. Ou encore des prises phono et CD usinées en laiton, plaqué or et des sorties haut-parleurs haute qualité de marque WBT. La gestion du volume étant numérique, le contrôle se fait grâce à un écran LCD à faible bruit disposant de sa propre alimentation. Le coffret n'est pas en reste avec ses 20 kg. Il utilise des panneaux latéraux et un capot en aluminium massif de 5 mm d'épaisseur afin de réduire les résonances. On retrouve un châssis double couche entièrement en cuivre comme sur les plus grosses productions de la marque, ainsi qu'une plaque de fond en acier pour rigidifier l'ensemble. Les pieds sont spécifiques à ce modèle et sont en aluminium massif extrudé pour garantir un meilleur contrôle des vibrations. La connexion
connectique est vraiment complète avec, comme mentionné plus tôt, des borniers WBT acceptant des câbles de forte section, des fiches bananes ou des fourches. Une entrée phono avec préamplification RIAA de haute qualité, une entrée CD avec circuit de préamplification dédié, 4 autres entrées sont présentes avec line 1 et 2 et recording 1 et 2. Chaque entrée recording dispose également d'une sortie. On a aussi une sortie pré-out pour l'utilisation d'un caisson de grave ou un bloc de puissance. Et une entrée main-in pour attaquer la partie puissance du Keeperl avec un préampli Home Cinema. En parlant de Home Cinema, cet ampli est compatible avec la technologie propriétaire FCBS qui permet de chaîner et synchroniser 4 Keeperl dans une configuration multicanal. L'alimentation se fait via une prise IEC et en façade on retrouve une prise casque d'une puissance de 120 mW par canal. Le lecteur pour sa part est tout aussi fascinant avec un drive exclusif à cette platine compatible SACD dénommé SACD M10 utilisant un tiroir en Xiron ayant une fréquence de résonance contrôlée. Le bloc condensateur d'alimentation et les modules HDAM SA2 sont ceux utilisés dans la SA7 S1. Marantz utilise des prises RCA en laiton plaquées or montées sur plaque en cuivre pour éliminer les différences de potentiel avec la masse. Le transformateur dispose aussi d'un contrôle drastique lors de sa fabrication et les régulateurs d'alimentation et diodes de redressement sont de dernier cri. Enfin pour 2009, hein. La plage dynamique est de 100 décibels en lecture CD et 120 en SACD. La réponse en fréquence est de 2 à 20 kHz à plus ou moins 0,15 décibels. En SACD, cette plage culmine à 50 kHz. Et c'est une belle transition pour parler du DAC. C'est un Cirrus Logic CS4398 compatible 24 bits 192 kHz et DSD. Il dispose de 2 filtres de traitement, le premier avec un filtre asymétrique à atténuation lente et le second à atténuation plus rapide. Le DAC est attaquable via une entrée optique compatible 24 bits 96 kHz. En parlant de connectique, on retrouve notre fameuse entrée optique, une sortie optique et coaxiale, une entrée et une sortie remote pour chaîner le contrôle d'autres appareils de la marque, une sortie RCA et une prise d'alimentation IEC. Le châssis dispose également de la même construction que l'ampli avec 15 kg sur la balance et utilise également un écran LCD à faible bruit avec alimentation dédiée. Tous les exemplaires sont livrés avec un certificat d'authenticité et les lecteurs sont vendus avec un coffret SACD enregistré par Ken Ishiwata en personne ainsi qu'un livre sur l'histoire du couple Keeperl. Les télécommandes sont en aluminium et sont communes au reste de la gamme, et la finition est exemplaire. Elles sont très agréables à utiliser. Par contre, elles ne sont pas identiques et par exemple, le fonctionnement du DAC est modifiable seulement avec la télécommande du lecteur. Cigarette holder, which winks me over my shoulder. He digs me out, catting my satin doll. Baby, shall we go out, stepping careful, amigo? Your flippin' speaks Latin, my satin doll. Ken Ishiwata a choisi le noir pour sublimer cette série, car selon lui, la vraie puissance est sombre. Et à l'écoute, effectivement, il y a de la puissance par rapport à la série 15. La signature sonore de ces appareils est exceptionnelle. Par contre, cette signature est assez marquée, ça pourrait ne pas plaire à certains. Ce n'est pas non plus des électroniques démonstratives, même avec l'énorme alimentation de l'ampli qui permet de driver quasiment tous les haut-parleurs avec une charge d'impédance pouvant atteindre 2 ohms. Avec une si grosse alimentation, on a l'avantage d'avoir en toutes circonstances un ampli tout juste à température ambiante. On
On conseillera cependant des enceintes avec une bonne efficacité, c'est-à-dire au-dessus de 90-92 décibels pour bien exploiter cet ampli. La séparation des canaux est également une spécificité de ce PM Keeperl. Grâce à son châssis entièrement en cuivre et l'isolation de chaque bloc de puissance, la scène sonore est très large. Le lecteur est également dans la même veine, le son produit par cette platine est magistral. Les tâches de sortie analogique délivrent une énergie qu'on a rarement observée. Le grave offre une belle présence et l'ouverture de la scène sonore est immense. Les vibrations de la voix sont saisissantes et l'on ressent toute l'intensité des chanteurs. L'émotion transmise par cette platine est unique. Marantz est peut-être la société disposant du plus grand savoir-faire en matière de lecteur CD grâce à Philips. Mais ici, Ken a su apporter sa patte et ce lecteur est une vraie pépite. Individuellement, chaque élément fait son petit effet à l'écoute. Mais lorsque les deux sont réunis, l'expérience est incroyable. Avec cet ensemble, on achète un pan de l'histoire de Marantz et la philosophie d'un homme visionnaire. La passion qui émane de ces produits est palpable, c'est assurément des appareils de collection. La finition est irréprochable, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout est assemblé avec soin, rien ne bouge, c'est vraiment excellent dans cette gamme de prix. En parlant du prix, vendu initialement 3000 €, aujourd'hui ces appareils sont encore abordables, comptez un peu moins de 1500 € l'unité. Ce sont dans les deux cas des couteaux suisses. Le lecteur permet de profiter de son DAC avec une autre source et l'ampli dispose de toute la connectique possible et imaginable pour toutes les situations. Chose qui commence à se perdre chez Marantz. C'est vrai qu'on est un peu frustré par la puissance annoncée de l'ampli, même si les 90 watts sont très volontaires. C'est quand même important de mentionner que suivant les mesures effectuées par des labos indépendants, on est plutôt aux alentours des 110 watts par canal. Mais cette puissance ne suffira pas pour de très grands salons ou des enceintes bouffeuses de watts. En dessous de 90 décibels d'efficacité, on ne vous conseille pas cet ampli. Ces appareils n'ont pas de circuit de mise en veille, c'est un choix de Marantz pour, selon eux, préserver la qualité de l'alimentation. Du coup, il faut allumer ces appareils avec le bouton en façade. On ressent une toute légère crispation sur les très hautes fréquences avec le lecteur CD. Malgré le prix plutôt acceptable en occasion de ces appareils, le plus dur, je vous le cache pas, ça va être de mettre la main dessus. Lors de sa sortie en 2009, certains nombres de revendeurs à travers le monde avaient été choisis pour la vente de ces Keeperl. Et il était possible, en précommandant l'ampli et le lecteur CD, de choisir son propre numéro de série sous réserve de disponibilité de ce dernier, pour qu'il soit identique sur les deux appareils. Keeperl était à l'époque hors de la gamme. Les éléments étaient plus proches niveau tarification de la série 11 que de la série 15. Malgré le peu d'exemplaires, 500 pour chaque élément, il aura fallu presque 2 ans pour les vendre. L'intérêt technique sur le papier n'était pas vraiment à l'avantage de la gamme Keeperl en comparaison de la série 15. Les modèles américains ne disposent pas de la plaque commémorative signée par Ken Ichiwata sur la tranche de la façade. Ce fut réservé seulement au marché européen, marché que Ken affectionnait tout particulièrement. Les versions US n'ont donc que le badge Key 30e anniversaire en façade. Les Keeperl n'ont jamais été vendus au Japon. Une version spécifique pour ce pays assez proche fut produite sous la référence PM et SA13S2. De couleur champagne et non limitée, ils sont cependant aussi très rares vu qu'ils avaient les mêmes spécifications que la série 15, mais 1000 € plus cher. Vous aurez compris que comparer cet ensemble avec le reste de la gamme Marantz n'est pas très pertinent. Bien sûr, les séries 7 et 10 et compagnie vont plus loin, c'est les flagships de Marantz. Par contre, avec le couple Keeperl, on achète une philosophie et des œuvres d'art. Aujourd'hui, ces appareils sont très durs à trouver. Pour le marché français, il n'y a eu que 50 exemplaires. Si en plus vous tombez sur un ensemble avec les numéros de série identiques, en version européenne, avec les plaques signées et la perle, c'est un peu comme si vous gagniez au loto. Il existe une version Kirubi sortie en 2019 pour célébrer les 40 ans de collaboration et limiter cette fois à 1000 exemplaires pour chaque élément. Et malheureusement, nous ne verrons jamais arriver un Key Gold, Ken Ichiwata nous ayant quitté quelques mois après la sortie de cet ensemble, à l'âge de 72 ans. Sa toute dernière production sera pour le constructeur Rotel avec l'A11 et le CD11 Tribute. Cette vidéo est terminée, on s'est vraiment donné à fond pour faire la vidéo la plus complète possible. Elle était en quelque sorte un hommage à Ken Ichiwata, un homme respecté de tous dans le milieu de la hi-fi. Ses productions furent bien souvent des références absolues. Et c'était un honneur pour nous de faire le test de cet ensemble. On espère que ça vous a plu, on s'abonne, on laisse un commentaire, un petit pouce bleu, parce que dans 2 semaines, on vous sort une vidéo, là ça rigole plus. Allez, salut!